Well, good afternoon, everyone. I'm very happy to co-moderate this session with Dr. Claudia Simo, who is the head of applied research. Session. Un impact sur tous les secteurs de la société, tous les secteurs. Il y a une plus grande fréquence et intensité sur l'impact des ressources des réfugiés. Il y a beaucoup d'aspects et c'est intéressant de remarquer qu'en fait, PCC, arrêt sur les prix nouvelles de la paix, justement, on a l'information pour aider à comprendre la paix parce que c'est une information qui nous aide à nous rendre compte de l'impact de la sécurité et du changement climatique. Donc, il faut travailler un peu plus sur ça. Je suis très contente que dans cette conférence, regarder les deux côtés de la monnaie. C'est-à-dire, d'un côté, quel est l'impact du changement climatique sur le prix, sur la sécurité, et aussi, on peut utiliser les actions dans le changement climatique comme une opportunité pour augmenter la population. En d'autres termes, on va voir la paix d'une façon différente. Et on a un processus similaire, on a eu un processus similaire dans les années 70 à cause de la guerre froide. Il y a eu un moment quand les États-Unis et l'Union soviétique ont décidé de changer de l'information sur l'espace et après de l'information sur divers sujets pour après pouvoir travailler sur la crise. Donc, ils sont une opportunité pour pouvoir la paix et la sécurité. C'est un grand défi. Un seul accord, c'est le Conseil de sécurité qui doit s'occuper de ça au niveau de l'ONU. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je suis contente d'avoir ces groupes de personnes très intéressants, des experts. La première partie va être montrée par Simon. On aura trois panélistes. Je vais vous présenter. Le panéliste va être Alex Acagnali. Il appartient à la nouvelle génération jeune de l'administration en Allemagne. Il a fait de la recherche sur la mobilisation, des égalités, des plans de conflits. Il est leader aussi en CMDP. Jeune, il a travaillé en Genève à la protection de la paix dans l'association de ce pays et il a été la représentante dans sa groupe EUNA. Je suis panéliste et Gilles Carbonnier, c'est le président du Comité national de la Croix-Rouge. Il est aussi professeur à l'Institut des grands scientifiques sur l'économie et le développement et sa recherche se focalise sur les liens entre les ressources naturelles, l'énergie et le développement avec un accent spécial sur les contextes fragiles et en conflit. C'est un institut de cycle, chercheur
le Centre des études environnementales, CHT. Et on va avoir d'autres panélistes. Là, parmi eux, c'est Guillermo. En ce moment, on travaille pour mon organisation. L'ONM, c'est un défenseur du changement climatique et de l'action pour le changement climatique. Il a travaillé du Front Jolande qui a frappé les Philippines en 2013, travaillé aussi avec le gouvernement des Philippines et il a participé dans un certain nombre d'événements sur ce sujet et maintenant il travaille aussi à l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Il a aussi dans la conférence, il a participé à la conférence de changement climatique aussi, donc voilà, ce sont des personnes avec beaucoup d'expérience. Et il est aussi de la génération des jeunes. Un panéliste qui sera avec nous dans la deuxième partie. Maria Paolo. Ega. Travail. Des Nations pour les changements climatiques. Travail pour la vie environnementale. La master en durabilité environnementale de l'Institut du troisième cycle. Elle a participé dans plusieurs projets de changement climatique, de la paix et du conflit. Elle a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'environnement et sur l'impact du changement climatique et sur les sujets sociaux. Elle a travaillé pour le ministère des Affaires extérieures du Mexique, pour l'Organisation internationale des migrations et pour les biodiversités biologiques. Et finalement, mais pas moins important, j'espère que vous bien prononcer les noms. Heidi Ujala. Il est professeur en Finlande. Heidi Ujala. Il a mis l'accent sur le changement climatique, particulièrement sur un projet pour l'adaptation au pêche. Il a aussi travaillé sur d'autres sujets de changement climatique et des conséquences parmi d'autres. Il fait aussi de la recherche sur des ressources naturelles et comment ils impactent le développement. Je vais pas prendre plus de temps parce que voilà, on va avoir plus de temps pour les présentations des panélistes. Et bien, on va avoir aussi assez de temps pour l'interaction. Donc, Dr Seymour, vous. Merci beaucoup. Voilà, ta présentation. Je vais donner la bienvenue aux panélistes qui vont partager cette section de 30 minutes. S'il vous plaît, allumez votre caméra. C'est un plaisir d'être là et pour modérer cette réunion parmi toutes ces personnes qui sont des experts. Il y a d'autres qui nous accompagnent aussi ou qui vont regarder l'enregistrement après. Donc voilà, on est à 30 minutes. 30 minutes chaque personne pour parler de quel est les liens entre les changements climatiques et la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les personnes qui sont originaires, les mots liens est toujours là. Donc, il y a l'approche, l'évidence. Des fois, on parle quand on se pose cette question. C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui.
On a deux questions guides. Je vais les présenter avant de continuer avec les présentateurs. J'aimerais inviter à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'ils participent sur les chats ou dans la partie des questions-réponses. Au fur et à mesure qu'on entend la présentation, vous pouvez écrire des commentaires et moi, je ferai mon meilleur effort pour les transmettre. On va avoir une session interactive où on parlera là-dessus, mais s'il vous plaît, écrivez vos commentaires, vos idées, parce que les 10 dernières minutes, on les aura pour avoir. Moi, je serai la modératrice. Spécifiquement, on va parler de quelle est l'évidence scientifique, quels sont les rapports parmi les conflits environnementaux et quels sont les écarts qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire pour les éliminer. Parce qu'avec ce PA, on a tous un rôle à jouer. Donc, vous devrez être prêt et avoir une idée de ce qu'on doit faire en ce moment. Donc, voilà. Je viens de dire ça. Je vais donner la parole à Alexis. Toi, comme un journaliste jeune et comme fait partie de CPA, partie d'une génération jeune, tu vois, ce sujet depuis un point de vue plus pratique. Tu connais la formation scientifique, mais quels sont les écarts qu'on doit éliminer? Vas-y. Quelles sont les brèches? L'invitation pour être là. J'aimerais dire que cette association entre les changements climatiques et les conflits et l'insécurité est très, très complexe. D'abord, parce que vous savez, il y a un rapport des causes entre les changements climatiques et le conflit. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que les changements climatiques produisent les conflits, mais c'est une partie très importante, évidemment. Ça le multiplie. Pourquoi? Parce que dans les contextes où nous avons des systèmes complexes et des structures, nous pouvons penser à l'inégalité sociale, économique, au but pour le pouvoir, ou quand il y a de la violence basée sur le genre, etc. Donc, je pense que cette structure produisait la vulnérabilité et on a aussi un autre facteur de changement climatique qui empire ces vulnérabilités et évidemment qui produit un conflit. Parce qu'on peut on peut manquer de l'eau, de la sécurité alimentaire, l'immigration forcée aussi et d'autres facteurs. Donc, je vais remarquer que les changements climatiques nous affectent tous, mais pas de la même manière. Mais c'est important de voir comment ils nous affectent dans les différents contextes. Dans les pires des cas, quand on parle des conflits ou des guerres civiles qui continuent, alors comme génération jeune, je pense qu'on doit essayer d'éliminer euh, ces pièges de conflit dans ces contextes vulnérables, dans ces contextes souffrent déjà à cause du changement climatique. Donc, je pense qu'on pense toujours que quand on est dans ces contextes en particulier, il y a beaucoup d'immigration forcée. Et il faut réfléchir à ce qu'on va faire avec la population qui reste dans le pays. Parce que les gens ont besoin d'avoir des ressources pour immigrer. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ne ont pas, les personnes qui doivent rester dans leur pays d'origine? Il faut voir comment on peut leur fournir des opportunités, des ressources pour qu'ils ne s'unissent pas au conflit, pour qu'ils ne fassent pas partie des groupes armés. Parce que parfois, c'est la seule possibilité qu'ils ont. Ce sont les groupes armés, parfois, où ils voient les opportunités de continuer leur vie. Donc, c'est un point très important et on doit donner la priorité à ce sujet. Donc, voilà, les changements climatiques est important dans ce type de situation. Autre chose que je voulais mentionner, c'est que quand
aux sociétés post-conflit, elles sont très fragiles déjà. Même s'ils ne sont pas en conflit, c'est une société vulnérable. Donc, c'est important, à nouveau, comme une génération nouvelle, penser aux opportunités qu'on peut avoir sur la prévention, euh, les alertes rapides. Il faut penser à différentes initiatives qui travaillent sur des technologies, avec des données. Et je pense qu'on a une grande opportunité parce qu'on a la technologie pour des mécanismes pour la prévention. Donc, je vais mentionner cette initiative qui s'appelle OP et sécurité. Je pense que c'est merveilleux. C'est un outil qui peut être utilisé par des gouvernements et par des ONG. Donc, c'est très important que nous, les jeunes, puissions travailler avec ça. Un autre point qui est important comme, euh, comme jeune, c'est de marquer l'importance des êtres humains et dans les conflits et l'impact que les conflits ont sur eux. Donc, je pense que nous devons bouger, changer cette vision anthropocentrique que nous avons et on doit changer à une vision un peu plus focalisée sur l'environnement, sur la protection de l'environnement. Il y a quelques jours, j'ai participé dans une présentation qui parlait de la justice transitionnelle et environnementale. C'était important pour moi parce que je pense qu'il y a des nouvelles initiatives. Et on doit penser à l'environnement comme un acteur, mais aussi comme une victime du conflit. Et aussi, parce que les espaces dans la nature sont liés avec les communautés, spécialement les communautés indigènes. Et c'est important d'être conscient de ça et de fortifier les lois des différents pays et au niveau international. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut, il faut réfléchir aussi sur les dépenses militaires et comment nous, comme jeunes personnes, devons lever nos voix pour que cet argent soit utilisé sur le mécanisme de prévention. Ils utilisent presque des billions de dollars par an. Et c'est la cause beaucoup de pollution. Donc, je pense que c'est important que les jeunes puissent un peu plus sur ce sujet et pour qu'on fasse nos voix être entendues. Merci. Je pense qu'il est temps d'abonner ce que tu as mentionné parce que nous devions tenir compte du rôle qu'on doit jouer ici. On est ici dans les villes très confortablement, mais, mais il faut aussi travailler et faire quelque chose par rapport aux dépenses militaires. Je pense que les acteurs du CPA, les acteurs humanitaires, beaucoup à voir dans ce sens, mais il y a beaucoup à faire aujourd'hui. C'est notre obligation, notre rôle, justement. Ça, c'est les sentiments de beaucoup de personnes, y compris les jeunes. On a la voie démocratique. Donc, voilà. Il y a d'autres acteurs qui ont fait de la recherche, on a les données, donc il n'y a pas d'excuse pour dire que c'est trop grand et que c'est énorme. Je vois un commentaire de Samuel de Sommet. Merci pour nos écrits parce qu'on est ici pour avoir un dialogue, évidemment. Il y a de la sécheresse et des inondations en Somalie. Par exemple, là, tout ce qu'on peut faire, il faut regarder les ressources qu'on a. Je vois Mohamed aussi. Bon, merci pour nous.
m'interroger sur l'urgence de ces sujets. Alors là, je vais annoncer l'intervention de Gilles Carbonnier. On va parler des personnes qui sont en désavantage, pas uniquement les réfugiés, les migrants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? C'est une question très importante. Gilles, tu ne dois pas y répondre, mais je vois que tu as beaucoup de tâches aujourd'hui. Mais ce sont des questions très intéressantes qu'on doit se poser. Je vais demander au professeur Carbonnier si vous pouvez vous partager vos opinions. Vous avez travaillé sur ce sujet depuis des décennies. Donc, comment est-ce qu'on pourrait réagir par rapport à ce qui est entre climat et sécurité? Merci. Je vais commencer par répéter ce que tu as dit. Il y a de l'urgence. Il faut agir rapidement. Je viens du Nigeria, du Nord. J'ai passé une semaine là-bas et ce que j'ai pu voir, c'est à cause de l'évacuation. Donc, il faut approfondir sur la terre pour arriver aux sources d'eau pour l'agriculture, juste pour boire, ou aussi pour l'irrigation. Et ça n'arrive pas uniquement en Nigeria, mais aussi au Tchad et au Cameroun. On a des conflits armés à ces moments. Euh, c'est urgent. Il faut agir rapidement. Ça veut dire des précis dans cette conférence sur la construction des pays environnementales, c'était un sujet un peu difficile, mais important à marier. Comme Alexis l'a dit, c'est justement dans les pays où il y a de conflits que les personnes sont un risque d'une manière exacerbée par les changements climatiques. Il y a un index de l'Université de Notre-Dame qui s'appelle l'index et là, on parle des pays les plus vulnérables. Il y a 25 pays et 14 parmi eux sont en conflit actuellement. Et c'est là où les institutions ne sont pas très bien équipées pour ne sont pas très bien équipées pour soulager les tensions entre les pays, entre les acteurs. Il faut penser à des mécanismes de résilience et d'adaptation. Donc, j'ai entendu dans les CCR, c'est une faiblesse dans beaucoup de pays. Les communautés qui sont là sur la première ligne disent que la principale préoccupation en ce moment, les changements climatiques, c'est les changements climatiques, c'est les sujets les plus importants à travailler parce que ça affecte aussi les conflits et ils n'ont pas de mécanisme de réponse pour défendre. Donc, le sujet des risques environnement, conflits actifs, dégradation, c'est ce qui menace les moyens de vie des personnes. Ça impacte leur santé, leur sécurité alimentaire, ça impacte aussi le stress sur l'eau et ce sont des choses qui doivent être adressées quand on entendait Alexis. Je pensais au sujet du climat et de la sécurité. On a beaucoup parlé sur la sécurité climatique et je vois tendance pour s'assurer euh, de quelque chose sur l'impact du changement climatique. Il faut essayer de prévenir tous ces impacts, ce qui cause dans le déplacement de la population. Il faut prendre des mesures, comme Alexis a dit, la communauté ou les communautés académiques sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un lien direct des causes. On ne dit pas que les changements climatiques causent des conflits, mais ils augmentent les risques de conflits. Il y a plus de tensions et notre réponse doit être une réponse de sécurité. Il faut
investissez en réduire la vulnérabilité causée par les attaques de climat. Et ce que je vois, c'est que l'action climatique et les finances climatiques sont extrêmement basse et fragile dans les pays où il y a de conflits. Et on va changer ça. Plus, à part les mesures, très peu de mesures pour l'adaptation et la résilience, il faut avoir aussi une sensibilisation au conflit. Donc, la première chose, c'est quelque chose de très évident, mais il faut mobiliser euh, les lois sur les conflits armés et sur les droits humanitaires. Il y a beaucoup de lois pour protéger l'environnement et l'infrastructure vitale. On peut penser à la production, par exemple, aux attaques des puits de pétrole et, et aussi comment ça blesse l'environnement, comment ça abîme l'environnement. Je pense aussi aux pays où il y a de conflits armés, ou dans des conseils aux États, par exemple, la prohibition des attaques sur l'infrastructure civile, la propriété civile, comme par exemple les territoires agricoles, de l'eau potable, les installations civiles. Et on peut aussi mentionner des points de diversité biologique. Il y a des zones démilitarisées pendant les conflits. Je pense que la plupart des ressources vont aux pays qui ont des, qui ont des revenus moyens et peuvent s'adapter d'une manière un peu plus facile au conflit. Donc, c'était une radiographie, mais pour terminer avec quelque chose de positif, je vais vous donner des exemples des choses qu'on fait de manière collective et là où il y a un peu d'impact. Donc, juste pour donner un exemple de ma propre organisation, on a lancé le mois dernier pour des transitions des CR, où il y a des objectifs clés. Le premier, c'est de réduire nos émissions de CO2 et la trace environnementale. Et l'idée, c'est de changer à une efficacité énergétique et changer les changements à l'énergie solaire. Et là où on consomme le plus d'énergie, l'idée, c'est de changer et de couper nos émissions à la moitié jusqu'à 2030. C'est un grand investissement, mais il faut le faire si nous voulons avoir des impacts au niveau global. Il faut aussi travailler avec les communautés affectées par les conflits. Par exemple, en plusieurs contextes, on a aidé les bergers et les agriculteurs. Ils aient des projets pour pouvoir vivre ou attaquer la sécheresse ou qu'ils puissent garder des aliments pour les animaux. Et des plantes de traitement d'eau résiduelles et aussi un réseau pour éviter les pertes des cultures car de toute façon l'eau est assez précaire. C'est une façon donc que nous avons trouvé pour répondre à la demande. C'est un point clé.
Donc, c'est le travail de développement, c'est au-delà de notre capacité, mais lorsque nous sommes la seule organisation humanitaire qui est présente sur le terrain, le seul qui a vraiment mis ses bottes sur le terrain, donc la question serait, est-ce que ceci est humanitaire ou développement? Mais la réponse serait, il faut agir, il faut le faire, et un point c'est tout, il faut le faire. Alors, c'est de cette façon que nous devons agir de façon collective. Nous avons lancé des propositions collectives sur le climat. Plus de 200 personnes, États membres ont signé cet accord, incluant les États-Unis et la Suisse. Et les 2 points, c'est d'accélérer notre réponse pour l'aide humanitaire et pouvoir aider les personnes à trouver des formes résilientes de répondre au changement climatique, ainsi que maximiser l'empreinte environnementale de notre travail. Je vous raconte un peu assez vite ce que nous sommes en train de faire et vous les associez à ce que j'ai vu au Niger, que j'ai vu dans d'autres endroits de la planète, c'est que les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge se mobilisent de façon importante. Merci, merci. Il y a tellement de points pratiques et les nexes sont vraiment vivants et sont réels aussi Gabriel et l'équipe organisateur. Nous avons eu, Alexis a mentionné l'eau, la paix et la sécurité, cette organisation qui fait un très bon travail et aussi d'autres ressources excellentes. Et autre chose que nous pouvons faire, c'est changer un peu la narrative. Du fait, nous faisons du travail là-dessus. Rien de nouveau n'est à être inventé. Ces ressources qui ont été reçues, qui ont reçu pas mal d'investissements pour faire la différence dans la vie des personnes. Il y a beaucoup d'actions utiles qui se sont faites en tant qu'organisation en faisant ce travail et comment nous pouvons entrer dans nos maisons et comment nous pouvons être des auteurs responsables sur ce que nous faisons. Aussi la sensibilité dans le conflit, elle existe et nous l'utilisons à tous les niveaux de l'organisation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui devient sensible dans le conflit. Et aussi, nous avons ce point qui est important. Nous apprécions vraiment. Il y a eu un lien, la partie politique et la partie économique qui sont là, chacune de son côté. Et comment nous pouvons faire la différence en Niger? Merci. Et aussi en Colombie, merci de tes commentaires. Nous essayons de revenir à ça. Et tu parles sur la biodiversité, sur la façon dont celui-ci est frappé par le conflit. Et je suis contente de recevoir Mark Hafke, qui a des décennies d'expérience en leadership dans ce domaine et que tu puisses parler de la perspective de ce qui a changé pendant ces années. Et quels conseils pratiques tu pourrais nous présenter pour les jeunes participants pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'auparavant? Merci, Marc. Merci, Claudia. Je pense que l'action collective est la question. Tu as mentionné l'action collective. Moi, j'ai été observateur de la gouvernance environnementale globale pendant plusieurs années en tant que politologue et quelqu'un qui a été sur les projets de développement. Et le premier point, je pense qu'il serait que j'aimerais parler de ce que nous avons appris, de ce que nous avons fait depuis 1972, parce que pourquoi cette année? Justement parce que cette année, nous avons eu la première conférence globale de l'environnement. Pensez à ça. Ça fait 50 ans exactement. Et celui-ci serait le premier point.
Et c'est le moment principal dans le moment de l'histoire à Stockholm. Nous avons eu cette première conférence et comme nous l'avons mentionné, c'est la guerre froide à cette époque et aussi la colonisation dans le sens qui avait beaucoup de tensions comme celle que nous avons en ce moment et aussi beaucoup d'espoir. Et je dirais que la partie de l'espoir, c'est ce qui nous manque un peu en ce moment. À vrai dire, ça a été une approche globale. Les ressources, le rapport de Rome, on croyait que nous allions à terminer nos ressources en 100 ans. Le PNUMA a été créé et à ce moment-là, il n'y avait pas de ministère de l'environnement dans aucun pays. Maintenant, on les a partout. On a des ministères de l'environnement. On a aussi, il y avait très peu d'accords et de conventions, mais maintenant, nous avons pas mal de celles-ci. Et on se doutait beaucoup à ce moment-là du principe des polluants, des droits de l'homme, l'environnement, la protection de la vie sauvage, la contamination et aussi le climat. Et on n'a pas parlé du climat pendant cette conférence, mais dans certaines entreprises du pétrole, on a fait des recherches dans ces entreprises et elles prenaient pas attention à ceci en tout cas. Puis nous avons eu le sommet de la Terre qui a établi pas mal de principes en 92. On a eu la participation des ONG, le lien entre l'environnement et le développement, les accords sur la biodiversité climatique, la question des forêts et beaucoup d'autres thèmes très importants que nous avons traités du principe de précaution. La question, c'est qu'est-ce que nous avons en ce moment et quel est le problème de la gouvernance environnementale globale? Nous avons plusieurs agences et organisations, mais tout est fragmenté. Il n'y a pas une coordination globale qui traite du climat et de la biodiversité, comme nous avons mentionné, et on la trouve un peu partout. Il y a plusieurs accords, traités. Nous avons par exemple la loi, mais nous n'avons pas la pratique et nous avons un grand problème. Et ce problème s'est agrandi lorsque le système des Nations Unies est devenu un aspect où les entreprises privées étaient plutôt chargées de la gouvernance environnementale globale et le système des Nations Unies n'a pas été très fort. Il a été plutôt faible et nous avons donc parvenu aux limites de l'écologie. Alors, la gouvernance environnementale, je pense que c'est une faillite. Nous avons avancé dans beaucoup de dimensions, mais nous n'avons pas la capacité de commencer ou de réorienter et nous avons encore beaucoup d'inéquité et on demandait sur les problèmes des forces de pouvoir, la pauvreté, le conflit. On croyait que la fin de la guerre froide serait pour des temps meilleurs, mais nous sommes encore là-dedans, nous sommes encore attrapés dans ce schéma. Je n'ai pas vraiment des leçons à montrer. J'étais un adolescent irresponsable en 72 et je vois que ça continue et ça continue et les personnes, elles n'entendaient pas, il n'y avait pas de dialogue. Nous avons besoin de nous entendre, de voir ce que l'autre a à dire. Et si on demande aux nouvelles générations, je sais que je suis encore jeune, mais bien entendu,
peut-être pas un adolescent, mais dans ma tête, je suis très jeune et je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est que nous sommes en train d'entraîner les personnes, de former les personnes très intelligentes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes? Ils vont entrer dans ces accords, dans ces organisations, dans ces institutions et ils n'ont pas un autre choix que de perpétuer ce même système. Mais donc, nous avons besoin d'un changement radical dans lequel et la question réelle serait d'où va venir ce changement? Merci, Marc, pour nous laisser cette question, pour nous la poser nous-mêmes. Et Gabriel, je sais que nous avons déjà fini avec les 30 premières minutes. Je voulais que tous les experts puissent parler, mais nous aurons une session un peu plus interactive après la deuxième partie, car il y a des points cruciaux que tu mentionnes ici. Je crois qu'il n'est pas inévitable que nous continuons à faire ce que nous faisons et ces mouvements radicaux dont nous avons besoin. Je pense que ceux qui sommes ici, les années 90, je pense que nous pouvons commencer. Merci, professeur Hafti, pour vos commentaires. 5 décennies de connaissances et de pratiques qui nous disent que notre gouvernance et nos systèmes de gouvernance actuels auraient besoin d'un service urgent. Cette conférence de construction de paix environnementale, nous devons nous entendre les uns les autres. Il y a un rôle très important pour les constructeurs de paix et je vous remercie les trois de faire partie de ceci. Pour ceux qui participent sur la boîte à commentaires, je suis en train de les lire et Marc, Alex, Ishii, je vous remercie pour vos perspectives et j'espère vous revoir et que tous les participants, Monsieur Jarreau, s'il vous plaît, à nouveau, merci. Beaucoup de remerciements. Claudia, merci pour ce panel. Merci aux panélistes. Ce sont les messages de la boîte à commentaires. Merci de nous montrer les perspectives. Donc, à cette deuxième partie qui consiste à voir et initialement comment le changement climatique sera utilisé comme une opportunité. Je me sens très confortable avec ça. L'action dans le changement climatique et le voir comme une opportunité pourrait être peut-être qui pourrait nous amener à des biais. Donc, face au changement climatique, comment nous allons travailler cette partie? Dans la première partie, construire, et puis je vais demander aux trois panélistes, elles sont déjà là, les trois panélistes, et je voudrais leur demander deux choses précises. Une question pour les trois panélistes et que chacun d'entre vous nous donne ses commentaires. Et puis la deuxième question sur la perspective de la deuxième question. La première question serait donc les actions pour combattre le changement climatique. Évidemment, on peut peser toutes les actions, incluant la mitigation, mais on parlait de l'action en termes d'adaptation. Et nous avons vu que dans plusieurs aspects, les crises que nous avons de la pandémie, la crise des réfugiés et autres ont mené à une augmentation de l'approche nationaliste dans mon pays. En premier, mes intérêts, mon pays, etc. Et ceci allait contre la solidarité. Alors revenons à voir si nous pouvons être à nouveau optimistes sur les actions et si elles peuvent vraiment nous aider à construire un futur plus pacifique. Est-ce que nous pouvons les utiliser comme des opportunités pour la coopération? Est-ce que nous devons construire sur la confiance? Alors, de ma perspective, moi, je voudrais
surtout voir quel est le besoin pour une meilleure perspective, non seulement les thèmes à court terme, mais aussi à long terme. Comment nous pouvons avoir cette perspective à long terme? Alors, j'allais passer en ordre alphabétique et la deuxième question à l'envers. Alors, je vais commencer par Jan. Merci à tous. Je pense que la plupart de mes collègues, même celles qui sont techniciennes, je vais essayer de le faire plus personnel sur les jeunes personnes qui viennent des Philippines. Je veux en tout cas donner cette opinion en termes de paix. Je le vois dans le contexte de voir la partie intrinsèque et extrinsèque. Mon espace, mes enfants, les années à venir dans cette crise, et si on aura une sécurité alimentaire, refuge, etc., tout ce dont nous avons besoin comme être humain. Et la partie extrinsèque, c'est la partie bilatérale, c'est la relation avec les autres nations. Alors la question serait comment nous pouvons construire un futur plus pacifique. Et d'après ce que j'ai observé en tant que citoyenne normale, c'est que l'instruction vient par les intérêts économiques. La perspective individualiste, et le professeur Michel a parlé de la pandémie. Ça a été une leçon très forte pour savoir qu'aucun pays ne peut survivre de façon isolée. De même, dans cette crise, nos collègues dans la session précédente ont mentionné beaucoup de politique. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'action donc qui puisse vraiment faire face à cette crise? Alors, comment nous pouvons construire un futur un peu plus pacifique? Il faut revenir à nos valeurs, à nos objectifs partagés dans l'existence, car nous savons que nous respirons le même air, nous buvons la même eau, et nos collègues sont de différentes nationalités. Alors, si nous revenons à cette idée de base des valeurs et des objectifs partagés, même s'il n'y avait pas l'accord de Paris, nous avions déjà ces options, nous avons les plateformes, nous avons vu Glasgow l'année dernière, et moi, je travaille pour la coalition RO et nous essayons de construire la confiance entre les différentes nations. L'eau dans les pays près des Himalayas, l'eau que nous avons ici n'est pas renouvelable. Donc, il faut construire la confiance pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est un signal de paix et de collaboration, et je le vois sous cette perspective, que les personnes, nous sommes réceptives à ce sujet et nous comprenons que ceci n'est pas seulement pour moi avec ma perspective individualiste, mais que nous devons parler de nous en tant que citoyens globaux. Et c'est ce que je pourrais dire, professeur Michel. Merci, merci, Jeanne. Maintenant, Maria Paloma, peut-être tu pourrais répondre à la même question de ta propre perspective. Oui, bien sûr, et merci beaucoup pour m'inviter à ce panel. Tu nous demandais si les actions pour combattre le changement climatique pourraient construire un futur plus pacifique. Et la réponse la plus courte serait oui. Il y a beaucoup de recherches, de projets, et de même que d'autres panélistes l'ont déjà mentionné. Et ces initiatives peuvent être mises en groupe et divisées par catégories. Il y a la construction de paix et résilience et les politiques de changement climatique. Et toutes sont basées sur le fait que la paix et la sécurité dépendent les unes des autres. Pour la résilience climatique, construction de paix, et l'approche est qu'ils sont là dans la construction de paix et le changement climatique comme un catalyseur pour la solution de conflits. D'autre part, l'adaptation, la mitigation et les politiques de changement climatique font référence
des programmes qui ont des risques, qui tiennent compte des risques et qui veulent donner un pas en avant et qui utilisent les actions du changement climatique pour construire la confiance, les relations avec les communautés, par exemple, pour la restauration des écosystèmes ou pour s'adapter au changement climatique, de même que les autres panélistes l'ont déjà mentionné. Et pour que ceci soit une réalité, nous avons besoin de plus de conscience, reconnaissance de ces liens, et Claudia l'a très bien dit. Et maintenant, comme je fais partie des Nations Unies, je vais parler du système des Nations Unies. Même si le professeur Haftin a mentionné que nous avons des limitations, ceci est très important, car ceci nous donne un signal à la communauté internationale et nous anime à prendre des actions dans la société civile, les secteurs privés, et nous permettent de voir les perspectives comme je viens de vous mentionner. Alors, il me surprend que ce thème ne soit pas aussi visible qu'il devrait l'être, et je pense que nous parlons beaucoup de ce thème et la création de conscience et dans ces étapes incipientes. Par exemple, la COP de l'année dernière, on n'a pas parlé des nexes entre le conflit et le climat. Les agences internationales, les gouvernements, il n'y a eu qu'un seul événement dans le lien avec l'APA. Entre une centaine d'événements, il y a eu un seul pour l'intégration entre la paix, la sécurité, les femmes et le climat. Mais il y a bien beaucoup de travail à faire encore dans ce système, si c'est plus haut. Pendant l'Assemblée générale l'année dernière, on a vu le lien qui a été mentionné par plusieurs pays dans les conférences que les gouvernements et les États ont menées à bien. Ils ont fait référence à la sécurité alimentaire. Mais le thème était présent surtout avec le PNUMA qui a participé à cette conférence, le département des affaires de construction de paix, mais celui-ci n'a pas travaillé dans les résultats encore. Décembre l'année dernière, on a eu un brouillon présenté au Conseil de sécurité sur le changement climatique et la paix, mais il n'a pas été approuvé. Il y a eu 2 votes contre qui ont été l'Inde et la Russie et Chine, pardon. Et les pays ne sont pas encore prêts pour faire face à ces défis dans le système des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qui suit pour nous? Nous, en tant que société civile et membres des Nations Unies, c'est réellement de créer la conscience dans les communautés, dans les agences et pouvoir changer les fonds et le financement de ce type de projet. Merci, merci à tous. Très bien. Maintenant, la professeure, quelle serait votre perspective, professeur Louhala? Oui, merci de cette question si importante. Pendant ces 3-4 jours, j'ai assisté à différentes sessions de ces conférences, surtout pour le potentiel de la paix dans le contexte du changement climatique. Plusieurs de ces questions ont les mêmes thèmes que Jan et Maria ont déjà mentionné. Il y a donc des opportunités. Nous voyons les communautés, les êtres humains, l'intersectionnalité, les projets, les programmes, tous les processus dans ce contexte-là. Et je pourrais ajouter que souvent, ces mesures pour faire face aux besoins et tout ceci contribue au développement socio-économique et à augmenter l'équité. On peut aborder 2 conducteurs de conflit. Aussi, je pense
qu'un autre type de potentiel dans ce contexte est l'opportunité de se matérialiser lorsque nous brisons les silos entre les différentes parties prenantes et les différentes échelles. Il y a donc plusieurs formes que je peux voir dans les efforts du changement climatique qui pourraient combattre et donner des opportunités pour la paix et pour la prévention des conflits. Aujourd'hui, j'ai participé à une excellente session qui s'appelle Changement climatique, conflit et paix, et que nous voyons comment le changement climatique peut être un cercle vertueux au lieu d'être un cycle vicieux. Je vous encourage tous à voir cette séance. Cette session, elle n'est pas encore en YouTube, mais vous pourrez le trouver là-dessus un peu plus tard et je vous encourage à la voir car je croyais vraiment qu'elle était excellente. C'est un conflit qui s'est présenté dans les années 90 et nous savons que ceci ne s'est pas passé. Une raison pour ceci est que l'eau est une ressource aussi essentielle que la plupart des endroits où il y a de l'eau dans chacun des pays, ils ont décidé de coopérer pour avoir accès à l'eau au lieu de se battre pour avoir accès à l'eau. Maintenant, on parle plus de la diplomatie de l'eau, la façon dont nous pouvons faire face à ceci et j'espère que le changement climatique va nous placer dans une situation similaire. Le changement climatique a été une crise existentielle globale et nous ne parviendrons à le combattre que si nous le faisons ensemble. Et il faut la solidarité dans toutes les régions, dans les pays, entre les différents acteurs et tous ces efforts vont réduire la tension et les conflits et sans doute les questions précises et comment nous pouvons le faire. Comment nous pouvons briser ces cycles de manque de confiance? Nous avons beaucoup à apprendre ici, non seulement de la diplomatie de l'eau, mais à d'autres approches de construction de paix. Et pour finir, j'aimerais mentionner le fait que même si le changement climatique peut nous donner le point de départ pour ces crises et prévoir les nouvelles, et pour la construction de paix comme un domaine particulier, et il est important de se rendre compte, et celle-ci est la première partie de ces panels, que le changement environnemental n'a pas été un conducteur de violence humaine, ou pas en tout cas, car la plupart de l'humanité vit en paix. Je sais qu'il y a des circonstances qui sont difficiles, mais pour pouvoir prévoir le conflit, nous devons nous focaliser sur la gouvernance, sur les capacités des gouvernements, ses compétences et les différents types d'inéquité et la polarisation. Nous devons donc approcher ce phénomène en premier dans chaque pays. Et pour comme ça, nous pouvons aborder l'impact. Pour éliminer les mines et pour promouvoir la prospérité. Il va aussi aider à qu'il soit accepté par les communautés locales. Merci beaucoup. Merci.
Maintenant, je vais continuer avec la deuxième question. Les trois viennent de différentes parties du monde. Vous avez tous des expériences différentes, des expériences professionnelles et personnelles différentes. Donc, ma question serait, depuis votre propre expérience et votre propre perspective, et quelques-uns parmi vous ont partagé des exemples, mais est-ce que vous avez d'autres exemples que vous aimeriez partager pour inspirer l'action et la coopération? Il y a une grande brèche entre les générations. Donc, cette grande brèche, la génération qui prend les décisions, c'est normalement la génération la plus âgée. Il y a des exceptions, mais en général, c'est la génération des personnes les plus âgées. Et en général, ceux qui sont les plus affectés sont les générations les plus jeunes qui pourront prendre des décisions dans l'avenir. Alors, quel est le rôle de ces générations et comment on peut éliminer cette brèche entre ces deux générations? Quand je fais ces descriptions, je sais que ce n'est pas une question facile. Et au niveau des Nations Unies, ce n'est pas une question facile non plus. Donc, peut-être, j'ai dit que j'allais les faire en ordre. Professeur Luhala, vous voulez commencer? Oui. Je dirais que nous avons les jeunes et les générations des personnes plus âgées, comme on veut les appeler ou comme on les appelle. D'abord, les jeunes, comme vous avez dit, ils représentent l'avenir, l'innovation et l'urgence. C'est ça qu'ils représentent. Ils défient les formes traditionnelles de faire les choses. Je pense que c'est important d'unir les gens, les gens, au-delà des frontières du pays. Les générations les plus âgées représentent les façons établies et traditionnelles de faire les choses. Donc, ils peuvent apprendre des obstacles, la nécessité, le besoin d'aller un peu plus doucement, faire des choses un peu plus lentement. Vous avez entendu de ne pas prendre l'ascenseur quand il y a un incendie. Bon, là, c'est juste un exemple. Mais je pense que c'est sage, le fait d'écouter l'expérience des personnes âgées et apprendre d'eux, et après, vous pouvez les défier. Quelque chose de rapide que je vais dire en même temps. Je suis pour la création de ces mouvements de génération nouvelle parce que si on fait attention, si on regarde du changement climatique, l'adaptation et la population, on voit que l'âge est un facteur très important, très significatif. C'est beaucoup plus important d'après les expériences précédentes, les valeurs, etc. Ma question serait plutôt s'il y a une brèche de génération ou s'il y a quelque chose de plus qu'on doit évaluer. Merci beaucoup. Maria Paloma, je peux continuer et contribuer avec ma perspective. Merci beaucoup. Oui, d'après ma propre expérience, j'aimerais parler de comment les leaders, les jeunes leaders peuvent créer un impact sur le changement climatique et la paix pour les organisations internationales et les processus. Je pense que les jeunes sont à chaque fois plus pressantes dans ce type de sujets. Par exemple, il y a beaucoup d'organisations de jeunes qui sont accréditées par l'ONU et d'autres organisations internationales qui participent de manière active dans des plénières, des réunions, des événements. Ils participent dans des conférences importantes, par exemple le PSP. Il y a beaucoup de sujets qui sont ouverts aux jeunes. On a aussi la conférence des jeunes. Les modèles de l'ONU, des Nations Unies. Et les jeunes proposent des solutions. Et ces solutions sont discutées dans les processus formaux. Tout ça est important. On sait tous de l'existence de ces mouvements de jeunes. Nous avons fait de la pression pour qu'il y ait plus d'accélération dans l'espace.
aussi le secrétaire général lui-même, à tout le monde, tout le monde. Tout le monde a fait des commentaires là-dessus. Je pense que pendant des années, il y a eu beaucoup de références et on a donné de l'importance aux préoccupations des jeunes, aux inquiétudes des jeunes. C'est important que le monde soit un endroit meilleur pour les générations futures et que les gens puissent entreprendre des actions au niveau national et international. Et je pense que Jean-Claude pourra parler, mais c'est un livre plein. Mais il y a aussi des activités ou des initiatives plutôt d'innovation qui montrent, qui font preuve de ce que les gens font dans le monde. Par exemple, 3 des 5 projets qu'on a fait ont été livrés par des jeunes. Ça leur donne de la visibilité à leurs nouvelles idées qu'ils proposent pour avoir de l'énergie propre, pour établir du coraux, etc. Et il y a un nombre un peu plus grand de jeunes qui font partie des organisations internationales comme UNFCCC. L'âge moyen des jeunes est de 29 ans. Et ces jeunes délégués ont des plus grandes ambitions et des solutions, par exemple par rapport aux droits humains, en considération des genres. Ils ont des standards hauts d'intégrité, ils savent de finances. Donc, c'est très important d'avoir ces jeunes voix parmi les négociateurs. Dans le plan international, on a aussi un impact important sur les personnes jeunes comme moi. Il y a beaucoup de programmes qui peuvent inclure les jeunes. Dans ma propre expérience, tout le monde est ouvert à écouter, à atteindre les personnes jeunes. Le secrétaire général même a été entouré des personnes jeunes pour savoir qu'ils font leurs idées. Donc, ça marque une différence. Au moins, on essaye de les faire, même si les changements prennent un peu plus de temps de ce qu'on voudrait. Mais voilà, on est là et on peut marquer une différence. Ce dont on a besoin maintenant, c'est que les jeunes fassent de la pression pour le changement climatique, pour les changements climatiques, et qu'ils tiennent compte de la durabilité pour que leur voix soit écoutée. Merci. Merci pour cette perspective. Jean-Kyle, tu as eu l'expérience d'un typhon aux Philippines. En ce moment, j'ai eu un contact avec les autorités philippines à ce moment-là. Et l'effet de ce typhon a été empiré parce que il y a eu aussi un orage. Et là, c'est un pays où le niveau de la mer a augmenté. Et c'est un des pires cas au niveau mondial. Donc, après cette expérience, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu viens de nous dire. Mais est-ce que tu peux le faire d'une manière concrète, s'il te plaît? Bon, je vais parler de 2 sujets qui ont déjà été mentionnés. Des questions difficiles, même le système de vie. Il y a une autre question de Peter Mark qui disait qu'on avait besoin d'un changement radical. Mais où est-ce que ça va venir? La réponse est que ce changement va venir des jeunes. La raison pour laquelle ils ne sont pas au pouvoir, c'est parce qu'on laisse les mêmes leaders rester là. Et voilà, c'est le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas implémenter ce dont on a besoin pour faire face à la crise. Donc, dans ma propre expérience, ma perspective comme surveillant de typhon et comme leader jeune, j'ai participé en politique depuis les 19 ans. Donc, on a besoin d'avoir des politiques pour les ressources naturelles
on doit avoir des catalyseurs de changement, on doit avoir de nouvelles idées pour, par exemple, aux Philippines, il y a un système unique où les jeunes, pardon, peuvent avoir un poste basique à l'unité basique du gouvernement, dans les municipalités, dans les villages. Donc, il y a des représentants dans tous les niveaux et ils sont écoutés. Donc, ils peuvent proposer leurs lois, ils peuvent proposer des projets, des programmes, des activités. Donc, c'est la chose que d'autres pays doivent implémenter, que les jeunes soient entendus, soient écoutés, pour sortir, pour être ouvert. Donc, aux Philippines, on a eu pendant 25 ans cette type de participation des jeunes. Comment est-ce qu'on peut fermer la brèche entre les générations les plus âgées? Je pense que c'est en augmentant la conscience. Si les gens comprennent quel est le problème, il y a une compréhension mutuelle avec l'autre génération, ce sera plus facile. On pourra se communiquer de manière plus pratique. La province, par exemple, où les personnes s'est passé, on est les principaux générateurs d'énergie thermique, mais cela ne nécessite pas qu'on ait l'électricité moins chère. Mais on a une solution pour adresser la crise climatique. Donc, on ferme la brèche avec les vieilles générations quand on crée des systèmes, des générations de fonds où les gens peuvent apprécier que ce gouvernement ou ce système politique fonctionne en vérité qui va vers un avenir durable. Et ce changement peut juste passer à une coopération entre les personnes, les gouvernements, les secteurs privés. Une notion où on espère, on ne peut pas espérer que les gouvernements soient les seuls qui prennent action. Il faut avoir la coopération de tout le monde. C'est comme ça que les changements commencent. Le gouvernement a besoin des jeunes pour opérer. Donc, on voit qu'il y a un lien entre ces trois secteurs que j'ai déjà mentionnés. Là. On a besoin de la politique, des ressources, de l'appui technique pour pouvoir fermer cette brèche et pour pouvoir contribuer à résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de temps pour les autres. Parce qu'il y a un temps d'interaction entre les panélistes. Et donc, je veux vous remercier dans ce contexte où tellement des nouvelles négatives par rapport au changement climatique, le manque d'action, les choses se passent de manière très très lente. Ça me fait plaisir de voir que vous ayez cette perspective et très jeune de voir qu'il y a des choses qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est un message très important. Merci beaucoup à vous trois. Claudia, on continue avec toi. Parfait, Michel. Merci pour cette série de réflexions. On est à 16 minutes de session et je vais savoir si... c'est pas beaucoup de temps. Et j'aimerais bien réunir les panélistes, qu'ils allument leur caméra parce qu'on a envie de les voir. Avec une présentation, la manière comme vous nous avez présenté, la rétroalimentation qu'on a reçue sur les chats et les boutons de questions-réponses. Je voudrais proposer mettre en valeur quelques points que vous avez mentionnés. J'ai essayé de les retrouver et je vais vous demander de participer d'après ce que vous avez entendu parce que parfois c'est plus satisfacteur de le faire comme ça. Oui, on peut aller jusqu'à 10h30
35. Et vous pouvez aborder celui qui vous plairait. Pour là, nous avons deux commentaires importants. Haïti. Un aurait à voir, par exemple, travailler avec les Nations Unies et d'autres organisations de développement importantes. Nous avons vu qu'il a été frappé par des problèmes climatiques, des désastres, des sécheresses, etc. Combien nous avons investi à Haïti? Où sont les opportunités? Soyons très honnêtes. Et comme ça, nous pourrons voir si vraiment le système fonctionne. Et il y a un autre point important. Il faut faire attention à idéaliser les jeunes. Je pense que les coordinateurs ont montré les différences entre les jeunes et les plus âgés, mais nous avons travaillé ensemble, mais nous n'avons pas besoin que du 10% pour qu'ils soient des leaders. Alors, pour ceux qui sont des leaders en ce moment, je pense que même dans un événement comme celui-ci, il faut que l'on puisse fermer la brèche entre les générations, si différents moyens, les moyens que nous sommes en train d'utiliser pour la connexion et les narratives que nous devons aborder. Sulaya et Carboniera ont mentionné la façon de comment, professeur Carboniera, vous avez dit que nous devons faire ceci d'une certaine façon et qu'est-ce que ceci signifie? Car nous avons ici quelqu'un qui dit que ceci serait plutôt un rêve, un peu un blablabla. Mais de quoi aurions-nous besoin pour que ceci se passe? Et je vous invite car et puis nous essayons, il faut essayer de répondre. Et chacun doit répondre à cette question. Et les points finaux, Diane et Maria Paula ont parlé de l'importance des valeurs, de partager de la confiance et nous voyons comment elle est importante. La perspective de CPA pour faire face à ces urgences et les connexions non seulement entre les personnes, le gouvernement, le secteur privé, mais aussi entre eux et la perspective globale car nous sommes tous connectés, nous ne sommes pas isolés dans un seul pays, mais nous sommes une planète interconnectée. Ceci serait un résumé de tous les commentaires, les pratiques coloniales, pourquoi les personnes sont aussi ou refoulent l'idée de changer en raison de l'agenda du climat. Il faut faire attention d'où ceci vient et il faut parler sur ceci. Et finalement, Dalia, la valeur de l'étiquette pour tout ce travail. Alors, qui sera le premier? Qui sera le plus courageux? L'expert qui veut commencer? Vous pouvez lever la main. Et je vous donne la parole. Je vois certains qui sourient et qui... très bien, Gilles, j'attendais à quelqu'un qui puisse commencer en premier. Tu as fait la référence à Haïti. Et nous avons vu que c'est une faillite de la communauté internationale pour reconstruire d'une meilleure façon cet endroit et reconstruire d'une façon différente et meilleure. Si nous voyons les chiffres de Haïti, la situation de ce pays, je veux dire une conclusion qui est très vaste. Et c'est que nous devons travailler et placer les communautés, les personnes dans le centre de nos efforts, de ces efforts que nous mettons en œuvre sur le terrain.
et ne pas venir avec nos propres solutions. J'ai été surpris, un doctorat au Pérou qui participait à la recherche, et ceci a démontré que les fonds du Nord, c'est une façon de dire, écoutez, si nous faisons toutes ces émissions de CO2, mais maintenant nous allons donner des fonds pour l'adaptation. Ceci se passe au Pérou. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que vos pratiques ne sont pas durables et il faut changer les formes dont vous faites l'agriculture. Nous avons donc travaillé là-bas et tout est un peu les pieds en haut. Et lorsque je voyais cette frontière entre la République dominicaine et Haïti, où la République dominicaine a plein de forêts et tout, et à la frontière, il n'y a que de la boue, c'est tout plat. Il y a des dangers pour les personnes et il y a l'érosion et tout. Et en tant que communauté, c'est ce que nous devons construire. Il faut les aider à construire ces mesures qui est par exemple la reforestation, essayer les communautés et les autonomiser pour qu'elles puissent surgir et avoir trouvé les solutions et travailler avec les jeunes, l'accès à la santé, aux services. Il faut travailler avec les communautés, avec eux, pour pouvoir leur donner quelque chose de positif. Et je pense que ce serait clé à niveau local. Et à niveau global, nous avons eu, nous, 2 initiatives et il ne faut pas s'attendre à ce que le comité international des États soit tous d'accord sur la solution parfaite, mais il faut nous-mêmes trouver des solutions avec les acteurs et avancer. Et ceux qui sont prêts pour avancer, il faut les aider et c'est ce que nous devons faire. Parce que j'ai entendu des choses du Conseil de sécurité, mais si on s'attend à ce qu'ils soient tous d'accord, on n'aura pas de temps. C'est ma conclusion. Merci Gilles. Maintenant, Maria Paloma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Carbonnier a dit. Mon commentaire était dans le même sens. Certains d'entre nous, nous sommes impliqués dans les négociations multilatérales et de ce moment, il faut voir qu'on peut pas, on peut s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que le rêve soit une réalité. Il faut agir nous-mêmes. Il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait de grandes initiatives. On peut avancer à niveau des communautés. S'il y a par exemple, si dans notre quartier, il y a un projet pour la communauté, il faut aller participer, voir si à niveau local, il y a quelque chose que nous puissions faire. Si vous connaissez une initiative de sécurité, vous pouvez aussi le faire durable et que ça va fonctionner et avec les conséquences du changement climatique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et aussi pour les leaders. Nous savons très bien ceci, mais chaque fois que nous voyons, nous pouvons être des leaders dans nos communautés aussi. Il faut être convaincu, il faut créer la conscience tout autour de l'université, l'académie, et nous parviendrons à faire ce changement. Je suis d'accord, la solution est seulement là où chacun d'entre nous peut mettre son petit grain de sable. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui, très bien, Maria Paola. Une goutte à la fois. Oui. Qui c'est qui veut continuer? Marc, merci. Très brièvement, je ne pense pas qu'être jeune soit une vertu en soi-même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien. Ils ne font que consommer. Ils achètent la voiture la plus grande. Ils voyagent et ils ne font rien pour l'environnement. Donc, il faut avoir un projet. Et où sont les projets? Qui c'est qui fait les projets? Moi, je ne sais pas s'il y a tellement de
de choses si on est dans le système du pouvoir, même dans l'ONU ou dans la meilleure organisation de conception, ce soit la façon de le faire. Une alternative serait, comment nous pouvons le voir, sont les mouvements sociaux, les jeunes dans les rues et non pas dans le système du pouvoir. Et c'est ce que nous avons en place. Merci, Marc. Maintenant, un appel au courage, Alexis. Oui, je voulais ajouter sur ce que vous avez dit sur les jeunes. Je pense qu'il est important de noter que les jeunes doivent se connecter avec les professionnels, avec ceux qui ont de l'expérience. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous devons être interconnectés pour pouvoir avancer. Et aussi, je voudrais souligner qu'il est important de créer des opportunités pour les jeunes, pour ceux qui sont sur la première ligne. Il y a plusieurs opportunités, bien entendu, dans chacun de nos pays. Et malheureusement, nous voulons être à côté des frontières et nous ne pouvons pas lever nos voix de façon dans des espaces internationaux, peut-être par des barrières de langue, des barrières d'expérience. Et ceci, j'ai pu le voir dans beaucoup de conférences internationales où les jeunes sont invités, mais ils ne peuvent pas participer ou parfois ils parlent pas anglais et il n'y a pas de la traduction toujours. Alors, nous utilisons beaucoup de pouvoir des jeunes qui ont tellement de connaissances, mais on n'en profite pas pour changer les structures, bien entendu, qui font qu'ils ne puissent pas faire partie de la prise de décision. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et j'aimerais le dire comment je viens de Pérou, mais j'habite en Allemagne et je peux vous dire que je suis dans une position de privilège parce que je parle anglais, parce que je connais beaucoup d'autres jeunes qui font des choses étonnantes dans le pays et qui ne sont pas limitées par cette barrière de langue. Je voulais souligner ceci et ceci va montrer l'importance entre les jeunes pour essayer vraiment de pressionner et pour les pousser à être prêts pour qu'ils puissent faire partie des réseaux pour aider, pour parler et pour partager toutes leurs expériences. Merci Alexis. Et pratique aussi, et possible surtout. Professeur Lujala, je suis d'accord avec Alexis sur les barrières et donner des outils aux personnes qui voudraient marquer une différence. Il y a plusieurs barrières, la connaissance, la langue, les ressources, qu'ils ne puissent pas accompagner un événement. Peut-être qu'ils ne peuvent pas aller à Genève parce que c'est trop cher, c'est une ville trop coûteuse. Donc, ce sont beaucoup de choses à que nous devons essayer de donner une solution. Je pense que aussi l'éducation est importante. Il faut simplifier ce thème de l'éducation. Il faut le simplifier partout, non seulement en Norvège où j'habite, mais dans tous les pays. Et voir des choses qui soient accessibles et d'une façon qui soit vraiment pour convaincre les générations qui viennent, les générations futures. Il faut aborder les jeunes, il faut aller les chercher là où ils sont, par des snapshots, par TikTok. C'est là que nous devons faire. Si nous voulons arriver aux jeunes, il faut aller là où ils sont. Et il y a différents profils. On peut même parvenir à trouver d'autres dans les médias sociaux, etc. Et il n'y a pas
il n'y a pas une taille unique. Par exemple, il y a des jeunes qui ne votent pas, peut-être mais il faut le promouvoir dans les pays, dans ces pays où le vote est vraiment quelque chose qui va changer les choses. Et on voit même parfois que ça n'arrive pas. Et avec ça, je termine. Merci, très intéressant à tous. Nous avons encore 2 interventions. Michel, tu veux ajouter quelque chose? Le micro. Il faut activer le micro. Jan, s'il te plaît, Jan peut passer en premier et puis je ferai un commentaire. Je suis intéressée à la conversation avec mes collègues. Nous sommes d'accord et en désaccord sur ce que nous avons dit parce que certains jeunes sortent dans les rues et ne font rien et puis entrer dans le système, ce n'est pas une réponse. Je pense que nous, en tant que leaders, ce que nous devons faire, c'est éduquer. Moi, j'ai 20 ans, je suis un jeune, je fais partie d'une agence internationale. Et si je pense que si on peut pas gagner, si on peut pas contre l'ennemi, il faut s'unir et voir ceci comme une action tangible pour pouvoir coopérer avec les actions de l'ONU. Et je ne pense pas que la solution soit d'aller dans la rue. Et nous sommes en train de proposer des mesures tangibles, vraies, réelles, et c'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas seulement les entendre, il faut les impliquer, parce que ce sont nous qui allons hériter cette planète. Alors, ce sont leurs décisions. Peut-être elles ne sont pas adéquates pour nous dans le futur, alors il faut vraiment avoir le contexte de nos collègues et nous avons la conférence de Rio. C'est la même conversion qui nous a donné le mandat de la société civile qui voulait participer dans cette conversation. Alors, il faut voir que les jeunes, non seulement les impliquer, mais vraiment les activer, les inclure, parce qu'en ce moment, nous voyons une population globale de 6% et leur donner les outils pour qu'ils puissent aider. Merci. Merci, John. Merci, Michel. Maintenant, je veux revenir au thème d'Haïti parce que c'est vraiment intéressant et fascinant comme exemple. Je crois que ça a été une faillite de l'action en essayant de faire bien les choses. C'est un pays des plus difficiles de faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai participé à plusieurs missions. Après le tremblement de terre, j'ai essayé de construire des systèmes d'alerte précoce, mais construire quelque chose comme ça, c'était quelque chose d'extrême. Il est très difficile de trouver quelqu'un avec qui on puisse parler, car le gouvernement et les fonctionnaires du gouvernement, ils ne sont pas chargés de leur département. La beauté de ceci est que après 6 ans, c'est tellement difficile de faire les choses correctes s'il y a des personnes qui vraiment prennent ou assument l'autorité pour avoir un changement, pour instaurer ce changement. Et pendant beaucoup de décennies, ce qui s'est passé en Haïti, et ce que je veux dire, c'est le système des Nations Unies et autres organisations d'appui bilatéral. Nous avons essayé de construire des maisons avant d'avoir de bonnes fondations. Nous avons essayé de résoudre des problèmes sans étudier vraiment les racines, les causes racines. Ceci est clair lorsque nous avons eu le tremblement de terre et puis un bâtiment a été détruit pour les alertes des ouragans.
Donc, avant la période d'ouragan, il n'y avait pas de façon de donner une alerte précoce. Alors, nous avons pu l'organiser et la clé a été de dire, écoutez, maintenant, nous avons fait ça et maintenant, nous allons passer à un bâtiment qui puisse être contre les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Mais tout ceci a été un défi bien plus difficile de ce qu'on s'attendait. C'était pas seulement l'argent, c'était pas seulement les ressources, c'était quelque chose de plus complexe. Il est très intéressant de comprendre de cette expérience car il y a des leçons qui pourraient nous aider à être plus efficaces dans le futur. Et à nouveau, chaque crise peut être utilisée comme une opportunité et surtout une opportunité pour apprendre. Et je me maintiens optimiste. Merci Michel pour cet optimiste et je pense que c'est une responsabilité de mettre en œuvre et de maintenir. Aux panélistes tous, je vous remercie. Il y a plein d'idées nouvelles. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de notes qui vont découler de ceci et surtout ces efforts de construction de paix environnementale. On va continuer avec ce que j'ai entendu. Peut-être il y a des post-it, il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Opportunité aux jeunes. Et langage, bravo aux organisateurs. Merci pour les interprètes. Quel privilège nous pouvons mobiliser pour garantir que le jeune soit là pour qu'ils puissent avoir accès aux plateformes, qui nous devons contracter, le temps d'investissement pour garantir que ces voix soient vraiment présentes. Je pense que c'est une responsabilité qui vient de différentes parties du pouvoir et nous devons vraiment les prendre très au sérieux. Et il y a bien d'autres commentaires sur la boîte à commentaires. Et il y a des mouvements des jeunes pour qu'ils puissent agir ensemble, un tsunami de pouvoir, la lutte avec les activistes de jeunes des Philippines et finalement, c'est une histoire collective. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut le faire ensemble. Avec ceci, je suis contente de clôturer. Bonne santé et j'espère que nous puissions continuer dans ce parcours. Merci.